Alors, allô, mes beaux amis d'amour. Merci d'être venus cet après-midi ensemble au Centre Eaton. Euh, Prendre un temps, on va se donner un temps peut-être pour se parler un petit moment de la technique, de la pratique qu'on va faire. On a 1 heure et quelques ensemble. Alors, peut-être juste pour prendre une posture confortable qui n'est pas tout de suite votre posture de méditation. On a la chance d'avoir Luminescence avec nous aujourd'hui. Est-ce que je dis bien Luminescence? C'est bien ça? Oui. Ah, ils sont toutes là. Fait que je me mêle tantôt dans mes remerciements. Je vais me tourner. Alors, je tiens quand même déjà à remercier Sophie. Moi, je trouve que c'est important dans la vie de remercier les instigateurs, les organisateurs, les fondateurs de ces lieux-là. Pas parce qu'on veut être têteux, là, puis leur dire yeah, merci de m'avoir invité, parce que on se fait une collaboration réciproque dans le fait d'être là, et c'est vous les plus importants, mais euh, on ne sait pas toujours à quel point l'organisation, le soutien d'une vision à ce qu'on vit en ce moment, il y a énormément d'étapes, de défis, d'épreuves. On est privilégié au Québec et à Montréal d'avoir autant de lieux où il y a des gens qui organisent. Puis il n'y en aura jamais de trop, en ce sens que ce qu'on veut, c'est contaminer le monde. Alors là, on contamine de pleine conscience, d'amour, de rire, de regards lumineux. Fait que tous ces lieux-là qui nous offrent des moments de présence, des moments d'ouverture de cœur, des moments pour revenir à soi, sont essentiels. Et ça prend surtout des chefs d'orchestre. Et merci infiniment, Sophie. Je sais qu'elle a vu sûrement que je nomme Yoga Tribes, mais je veux la nommer personnellement parce que c'est des êtres humains qui sont en arrière de chacune de ces visions-là. Et si on a autant de beaux lieux pour se ressourcer au Québec, c'est grâce à des gens comme Sophie. Fait que merci infiniment à elle et merci à l'équipe d'être là, mais surtout à toi qui porte et l'équipe, et la vision, et les défis au quotidien et qui renouvelle ton enthousiasme pour créer des espaces aussi inusités que novateurs. Puisque ceux qui ne savent pas, là, à la télé en ce moment, en direct sur mon Facebook. Alors, je tiens à dire merci et coucou aussi à ceux que je viens de popper là, sur mon Facebook, celui de Yoga Tribes et ailleurs. Alors, si c'est ailleurs, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant bouddhiste de méditation et plein de rites et de traditions là, de conscience. Je suis auteur de plusieurs livres. J'ai la chance de travailler en collaboration, magazine, radio, télé avec plein de gens inspirants. Alors, je suis là aujourd'hui puisque une Sophie dans le monde qui m'a invité à être au centre Eaton en direct de Montréal. Moi, j'ai beaucoup d'Européens français qui me suivent également. Là, fait qu'on est Voyez-vous comment c'est cool, Montréal, hein? On est en direct du centre-ville de Montréal, d'un gros centre d'achat où ça fait des années que je ne suis pas venu. Mais là, aujourd'hui, je suis venu pour méditer au centre d'achat, tiens, au shopping center de, de Montréal, avec une super belle gang qui m'entoure. Vous ne les voyez pas parce que on sont des deux côtés de moi, mais on a vraiment une belle tribu, hein, parce que Yoga Tribe, c'est ça, c'est la tribu, c'est se rassembler dans des lieux inédits, des lieux où on vit. Et je pense que c'est important d'amener la méditation partout. C'est ça que j'enseigne, c'est ce que je promouvois, c'est ce que Yoga Tribes tente de faire, c'est d'amener la méditation, des rituels de bien-être au boulot, dans la vie, dans les parcs, au centre commercial et au centre-ville. Et je pense que ça nous rappelle l'importance de ne pas uniquement vivre des retraites en vase clos, de ne pas penser qu'on médite juste au Népal, en Inde, au Japon, là où j'enseigne aussi là, des fois. Mais le plus important, c'est comment on intègre. Je pense que ce rendez-vous-là d'aujourd'hui, c'est une expérience d'intégration, hein. C'est comme si on amenait la méditation partout, mais c'est un beau rappel, c'est symbolique, je trouve. On aurait pu bloquer la rue, là, mais bon, ça aurait été plus compliqué. Mais on peut méditer partout. Ça ne doit pas être compliqué, ça ne demande pas nécessairement du patchouli, de l'encens, des gros gongs tibétains et tout le reste. Ça demande juste des gens avec qui on s'assoit en présence. Aujourd'hui, je voulais une pratique qui soit euh, accessible à tous parce que bon, c'est ma tribe, mais c'est aussi peut-être plein de gens qui s'initient à la méditation pour les premières fois. Est-ce que à main levée ici à la maison, vous pouvez me faire un petit pouce là peut-être? Je vous connais aussi. Mais c'est qui pratique de façon euh,
pas quotidienne, mais tu sais, régulière, la méditation ici. Là, ça va me permettre de voir les nouveaux parce que les autres sont plus gênés. Fait que nous autres, on dit, OK, moi, je pratique quand même depuis quelques années, je pratique quotidiennement. Ça me prend plus que des coudes, là, vu que je suis loin, ça me prend comme des belles mains levées, là, fières et heureuses, pour dire, moi, je médite. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, ça veut juste dire qu'on essaye plus que les autres à être meilleur. C'est peut-être juste ça. Alors, il y a quand même beaucoup de gens dans le groupe. Denise, as-tu levé ta main? OK, tu étais bien mieux, parce que je te vois méditer tous les jours au Mexique avec nous autres. Euh, donc voilà. L'important, je pense, c'est de rendre accessible cette pratique ancestrale de présence qu'on appelle la méditation. J'aimerais ça aujourd'hui vous faire une petite introduction, parce qu'on a du temps ensemble quand même, juste pour se rafraîchir la mémoire, pour ceux qui l'ont entendu souvent, qu'est-ce que méditer, mais pour les autres. euh, Parce que la motivation est toujours importante en méditation. Moi, j'enseigne principalement dans le milieu bouddhiste ou à des gens qui se définissent à travers cette philosophie, tradition-là. C'est là où j'ai appris à méditer il y a 28 ans en devenant bouddhiste. À l'époque, la méditation, c'était une secte au Québec. Fait qu'on n'avait pas le choix de s'associer à une secte. Le bouddhisme, le yoga, ça faisait toute partie des trucs un peu weird. Et on devait comme rentrer dedans. C'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Fait que c'est chouette aujourd'hui. Imaginez, on est là, il y a 30 ans, là, ça, c'était interdit. C'est drôle, hein? Méditer, le yoga, c'était. Même le bouddhisme, c'était classé dans les mouvements sectaires, imaginez-vous donc. Et le Dalai Lama, un jour, a gagné un prix Nobel. C'est devenu bien populaire. Puis là, on a vu, ah, finalement, c'est une psychologie, c'est une philosophie, ça fait du bien. La neuroscience s'en est mêlée. Puis là, adadam, tout le monde veut méditer. Les médecins, les psychiatres, les nutritionnistes, etc., les massothérapeutes. Tout le monde dit méditer, ça fait du bien parce que ça fait du bien. Fait que c'est redevenu ce que ça devait être. C'est une science du bien-être, une technologie à quelque part, là, hein, parce que plein de petites techniques à travers ça qui nous permet de revenir à nous-mêmes. Mais c'est aussi ancestral. Fait que c'est pour ça aussi que je veux revenir à des traditions. On n'a rien inventé dans la méditation. On essaie de retrouver l'essence d'une pratique où il y a des gens, parce que moi, je trouve ça intéressant de se rappeler la lignée. Hein? On n'est pas juste les seuls à méditer sur la Terre. Premièrement, moi, les pays d'où je viens, mais d'où je suis la plupart du temps, je viens d'arriver de 6 semaines au Japon, j'ai beaucoup médité là-bas, dans des monastères zen, à travers des maîtres et des grandes communautés zen bouddhistes et japonaises. Et ça me rappelle à quel point on est des milliers et des millions sur la planète qui, tous les jours, on s'assoit en dehors du tourbillon de la vie pour se reconnecter, se retrouver. C'est inspirant parce que quand on est chez nous tout seul, on a l'impression d'être tout seul. Puis quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on est? Ben, on est moins motivé. Puis là, si on imagine qu'on est des millions en ce moment, hein, il y a un pays, juste l'Inde, là, c'est 1,3 milliard. Et ça médite, comme beaucoup, là. Hein, des ashrams, c'est des milliers de personnes. Moi, j'ai fait des festivals bouddhistes où on était 5000 pendant 30 jours en silence. Imaginez ça. On ne peut pas imaginer. 5000 où tout est coordonné pour qu'on vive l'expérience en silence, puis il y a plein de maîtres tibétains qui viennent et on médite ensemble. Parce que c'est pas l'Occident qui a inventé la méditation, mais je pense que c'est notre médecine. Je pense que c'est une médecine qui est faite pour nous, qui est faite pour l'Occident tumultueuse, cérébrale, intellectuelle, où on pense, mais on se sent moins. Aujourd'hui, j'avais la chance d'animer un séminaire sur le tantra comme art de vivre davantage. J'enseigne beaucoup dans les traditions du tantra également. Et, et je revenais sur l'expression simple. Est-ce qu'on peut vivre l'expérience humaine? Est-ce qu'on peut vivre une expérience et non pas penser? Hein? Si on pourrait arrêter de... C'est ça la méditation. Peux-tu arrêter de penser? Penser l'amour, penser la joie, penser le bien-être, penser la bienveillance, penser le calme. Ça devrait être des états qu'on cherche à vivre et non pas à réfléchir, et non pas à cogiter, et non pas à discuter. Si on en faisait l'expérience. Et pour moi, la méditation, c'est cette technologie-là qui nous permet de faire l'expérience de quelque chose, qui est un vécu intérieur. Et c'est ça la beauté de la pratique quotidienne, c'est ça la beauté des expériences plus continues, des 30 jours ou 21 jours en silence, ou des espaces qu'on appelle des monastères ou des retraites de méditation. C'est, c'est comme si on disait, OK, c'est cool ce qui est à l'extérieur de moi, hein, parce que la plupart du temps, on est quoi? Même notre pensée va sur ce qui est à l'extérieur. Hein? Les autres, si on pense beaucoup aux autres. Pas comme
par bienveillance toujours, là, pas je pense aux autres, mais c'est plus les autres sont dans ma tête. Fait que je pense à mon boss, mon ex, la personne qui vient de me couper le chemin, les autres, celui qui font du bruit, etc., etc., le monde que je vois aux nouvelles et ainsi de suite. Et ça, ce monde-là, je les intègre, ils sont dans ma tête. Puis je me définis après ça beaucoup dans l'agir, hein, sur ce que je fais. Tu sais, quand on demande aux gens, mais qui tu es, tu sais, ben là, ils vont nous dire ce qu'ils font. Puis c'est tellement drôle, c'est tellement intégré qu'on s'en rend plus compte que ça, c'est ce qu'on fait. C'est pas qui on est. Et après ça, ça va prendre beaucoup de préoccupations. Alors, on va mettre du jus mental, que j'appelle, là, beaucoup sur le faire et sur les autres. Deux choses qui me permettent des fois de me rencontrer, mais pas toujours. Et la méditation, l'appel à laquelle vous avez répondu aujourd'hui, c'est bien l'appel, je dirais, l'urgence de revenir à soi. Tu sais, la source de vérité même, qui est le dharma dans la tradition bouddhiste ou même toutes les traditions d'Orient, c'est, je crois, parce que c'est cette foi-là, si vous méditez, vous ne savez pas pourquoi vous méditez, vous ne méditerez pas longtemps. Vous ne méditerez peut-être pas pantoute, même si vous êtes assis dans une posture de lotus. C'est l'urgence de revenir à moi. C'est comme si il faut que je réalise que dans la vie, je me perds un peu. Tu sais, je me perds dans les autres, je me perds dans ce que je fais, je me perds dans mes pensées, je me perds dans mes réactions par rapport aux autres. Et là, la méditation, c'est comme un arrêt d'agir, mais volontaire. C'est comme si j'arrêtais de me perdre, puis je souhaite me retrouver. Mais pour ça, Bouddha nous a enseigné la première noble vérité, qui est les origines de la souffrance, mais si on la traduisait différemment pour que ça fasse moins mal à l'ego, là, on pourrait dire, ben, des fois je suis perdu, des fois je suis confus, des fois je ne suis pas toujours avec moi. Hein? Des fois quand je suis en réaction, je suis plus porté par tout ce qui réagit en moi, le passé, mes vieilles croyances, etc. Puis là-dedans, je me perds, je ne sais plus qui, hein, l'expérience, je dirais, fraîche de qui je suis. On est dans une urgence en ce moment de retourner à ça, parce que dans qui je suis, il y a ma sagesse, il y a ma vérité. Dans le bouddhisme et dans les pratiques de méditation, on nous rappelle que la vérité, et ça revient à ce que j'ai dit en introduction, la vérité, c'est ce dont je fais l'expérience. Ça, c'est une vérité. Imaginez, c'est loin de ce que je pense. Hein? Des fois, on dit que c'est une vérité parce que je le comprends. Dans le bouddhisme, on vous dit non. Puis même, moi, je vous dirais, faites attention à ce que vous pensez. Les idées sont très dangereuses. Le mental, la raison peut nous amener aux pires horreurs du monde. On peut justifier des choses qui sont très loin de la vérité par la raison, puis le mental, puis des pensées. Fait que la méditation, c'est même aller plus loin que ça. Parce que ça, là, je ne suis pas encore dans ma vérité, je suis juste dans ce qu'ils pensent. Puis qu'est-ce que je pense? Ben, je pense que mes parents m'ont dit, ce que j'ai appris, ce que l'école, ce que j'ai échangé avec des amis, ce que j'ai lu. C'est ça qui se pense à travers moi. Mais ça, est-ce que c'est juste une pensée? Comme un livre, comme l'intelligence artificielle peut tout me dire, là, ou c'est de la vérité. Mais la vérité, c'est un savoir qui est passé à travers l'expérience. C'est beau, hein? Puis le dharma, hein, qui est comme la vérité et la sagesse dans le bouddhisme, dans la pratique de méditation, soit dit en passant, là, c'est toujours de nous connecter à du dharma. C'est toujours rencontrer en moi un espace de vérité, qui est donc ma sagesse. Puis ça passe par la pratique de la méditation. Fait que tu penses quelque chose, médite dessus. Puis là, tu vas voir ce que ça goûte en dedans. Ça goûte-tu vrai? Ça goûte-tu pas bon? Puis des fois, quand tu es en train d'agir, si tu médites en même temps, tu fais comme, oups, j'agis, mais en dedans, ça fait non. Ça ne peut pas être moi qui est en train de faire ça. Moi, je me dis, si on éveillait toute notre conscience, là, comme Promium, là, 100%, ce serait dur de mentir, de voler, d'en vouloir, d'être méchant. Imaginez encore moins de poser des bombes, là, puis de torturer du monde, puis l'esclavagisme. Ce serait dur de se regarder avec conscience faire ça. Il n'y a personne qui se regarderait faire ça. Mais c'est juste qu'on est comme dans un peuple un peu inconscient des fois. On ne se voit plus agir, on se distrait, on s'étourdit, on pense. Puis là, on pense se venger, puis là, on pense qu'on a raison, puis là, on pense que l'autre n'a pas raison. Les opinions, c'est de la dualité encore. La pensée, c'est de la dualité. La méditation, c'est la voie de la non-dualité. Même les opposés puis nos paradoxes se rencontrent et s'unissent puis font comme l'amour ensemble. Puis là, c'est ça le sentiment d'unité. Il n'y a pas d'unité parce que j'ai tout mis du même bord. Il y a l'unité parce que tout ce qui était partout, dans toutes les barres de mon aide, ben, je les ai mis ensemble. Puis ça a fait un tout. Puis ça a fait un tout harmonieux. Puis on a appelé ça le sentiment d'unité. Puis la méditation, le zen,
c'est ce sentiment-là d'unité. C'est quand, en moi, j'atteins un état de vérité tellement grand que je ne peux plus être dans le faux. Je ne peux plus être dans le mensonge. Je ne peux plus être dans la réaction. Tout prend source, mes paroles, mes actions, mes pensées. Tout puise à même cette sagesse-là intérieure, qui est celle du cœur finalement. Tu sais, quand je médite, ce que je fais, c'est que je fais la paix avec tout le monde. Je fais la paix avec mes pensées puis moi-même. Puis là, je plonge dans un espace où j'essaie d'arrêter de capturer mes pensées. Tu sais, ah là, c'est intéressant. Ah, ce que je me dis, c'est donc bien extraordinaire. Ah, mon opinion est donc bien belle. Moi, je dis souvent, on s'en fout. En ce sens qu'on s'en fout, ce n'est que des pensées. Je les ai pensées 1000 fois, les autres les ont pensées avant moi. C'est pas une expérience, ça. C'est stérile. C'est un livre, c'est du bruit, c'est des canaux de télévision qui jouent tout en même temps. C'est, c'est pas la présence. Fait que ce qui m'intéresse, moi, je suis passionné de la présence. Tous les rituels d'éveil et de présence à soi, la nature, l'autre, des choses qui nous dépassent, qu'on appelle la transcendance, le divin. Ben, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point on peut se distraire vite, 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 puis aller dans tous les sens dans notre vie, et à quel point, depuis des milliers d'années, il y a des gens qui se sont questionnés, qui se sont assis dans des grottes, qui se sont assis dans la jungle, qui ont marché le désert chez les Navajo et les Hopis que j'ai visités pour des quêtes de vision, qui ont dit comment je peux être présent à ma vision, à mon âme, à ma conscience, ou juste là, ou juste à ce que je fais. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'être dans une démarche spirituelle. Des fois, même le mot fait encore peur aujourd'hui, mais il y a quelque chose du spiritus, il y a quelque chose de l'intériorité, en tout cas, qui est important. Il y a un appel vers je vais me reconnecter en moi à quelque chose de plus grand que moi. Plus grand que le métro boulot dodo ou de ce qu'il pense. Hein? Je ne suis pas l'aide qui se pense, je suis l'aide qui se sent. Tu sais, je ne suis pas un aide qui était là pour penser le monde. Sinon, ça a été pensé, le monde, puis réfléchi 3 millions de fois. On n'a pas besoin, le Dalai Lama le dirait comme ça, tu sais. On n'a pas besoin de gens plus intelligents. On n'a pas besoin de gens plus connaissants. On n'a pas besoin de gens qui savent plus. On a besoin de gens plus aimants. Tu sais, le monde, il a besoin de gens qui s'aiment. Il a besoin de gens en présence. Parce qu'en présence, c'est sûr que ça veut dire la présence au cœur. Dans le mental, c'est stérile, c'est pas présent, c'est juste du bruit. C'est quoi une vraie présence? Ça aussi, il faut le définir. Si je cherche à méditer, je cherche quelque chose, mais il faut que je vous en parle un peu de qu'est-ce qu'on cherche en méditation. Parce que des fois, vous pensez que vous méditez, mais vous faites, je ne sais pas, mais c'est pas ça que vous faites. Si vous ne cherchez pas la présence, si vous ne cherchez pas à rencontrer votre cœur, votre âme, à rencontrer une vérité intérieure qui est plus grande que tout ça, que les autres, ce qu'on fait, que ce que je pense même, ben, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne méditez pas, vous relaxez, vous vous concentrez peut-être, mais il n'y a pas de méditation. La méditation, c'est un chemin vers soi. C'est aller dans le refuge, au cœur de soi-même. Là où radicalement tout s'effondre. Et dans cet espace comme de ravissement, il y a quelque chose de sublime qui apparaît, une présence, une clarté, un silence. Et on le dit comme ça aussi dans les traditions de méditation. On rencontre un silence tellement grand que quand j'atteins un état de méditation, même le silence devient un chant. Il y a une texture à la présence, il y a une texture au silence. Hein, la vérité est tellement grande que le cœur devient ému, que j'ai des larmes aux yeux. Quand vous êtes dans votre vérité, c'est ça qui se passe. Tu sais, quand on dit quelque chose qui nous émeut là, aux larmes, quand on voit un bébé naître, quand on regarde un coucher de soleil, quand il y a une chanson qui... Ben, c'est l'espace de vérité. Les anciens Grecs appelaient les larmes une montée d'âme. C'est beau, hein? Puis tu sais, il y a les larmes où ça braille. Là, je me raconte ma vie, j'écoute un télénovela, je mets Titanic pour la 18e fois, là, je braille. Tu sais. Mais les larmes, tu sais, ce qui coule quand en dedans, ça goûte bon, là, ça goûte... Ben ça, c'est une montée d'âme. Mais là, dans ce temps-là, vous savez que vous êtes dans une vérité. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas le commenter non plus, vous ne pouvez pas le comprendre par la pensée. C'est quoi? Ben, on appelle ça dans le bouddhisme une réalisation. C'est-à-dire là, j'ai réalisé quelque chose. Et la vérité, la sagesse, elle vient de là. Elle vient pas du savoir ou de ce que je peux comprendre, analyser ou me dire. Elle vient de mes réalisations. Fait que même si on se parle de l'amour pendant des heures, même si on se parle de la joie, même si on parle de la présence, est-ce qu'on en a fait l'expérience pour réaliser ce que c'est? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je fais souvent l'expérience de l'absence? Tu sais, je suis distrait, je suis confus, je m'agite, je suis en réaction.
Fait que là, dans ce temps-là, je ne suis pas présent. Mais qui ici peut dire, j'ai déjà fait l'expérience de la présence? Ben, on ne le sait pas, on la cherche. C'est pour ça qu'on médite. Puis quand je suis dans la présence, tout ce qui est le plus beau en moi, c'est ça, je dirais, la plus grande croyance dans la pratique de la méditation. Parce que si vous n'avez pas ça comme croyance, c'est sûr que vous allez avoir peur de méditer, là. Parce qu'à un moment donné, tout va s'effondrer. Vos réactions, votre mental, le monde du connu. Puis là, dans le silence, dans des espaces de plénitude intérieure, vous allez rencontrer quelque chose. Mais là, avant que vous découvriez le quelque chose, des fois, il y a comme de l'ennui. Vraiment, méditer, il faut se le dire. Là. À un moment donné, quand il ne se passe plus rien, l'ego, la première affaire qu'il va vous dire, c'est plate. Tu sais, c'est comme, mon Dieu. Parce qu'on est habitué à être super stimulé. Tu sais, aux 2 secondes, là, pas aux 30, aux 2 secondes. Fait que là, on dit, mais mon Dieu, je respire. Hein, je respire, mais je fais juste ça, respirer. Je respirais déjà avant, je suis sûr. Puis là, le vide, l'espace, de la lumière, du zen, du calme. Je regarde mes pensées. C'est plate. Tu sais, faut ça, tu sais, on va être honnête, là. Ça fait 28 ans, je médite tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Ben, je donne un espace de platitude, tu sais. Et on le dit aujourd'hui, même en neurosciences, même en psychologie, c'est important de s'ennuyer. En méditation, c'est comme il n'y a rien pour l'ego. C'est pas censé être une distraction. C'est bien plus intéressant de dire, je sais pas, elle au bureau a fait telle affaire, gna, 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 gna. Puis là, je me mets à méditer, faire de la médisance dessus, ou je pense à mon ex, ou je pense à mon futur, ou je pense à mon présent, ou je pense à, je pense à une nouvelle série sur Netflix, je pense à ce que... Quand vous méditez, il se passe ça, parce que ça, pour l'ego, c'est super intéressant. Tu sais, c'est sûr, on s'endort souvent en méditation. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la télévision. Qu'est-ce qui se passe quand je ferme la télé? Je m'endors. S'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas un autre espace intérieur à vivre et à découvrir, c'est plate, mais ça reste plate. Là, on dit, ferme la TV, mais sois présent. Il y a autre chose qui est là. Tu sais, c'est comme tu sais, les enfants, c'est la même chose, ils sont mystifiés, eux autres, sur le fait qu'il se peut qu'il y ait une vie à l'extérieur d'une tablette. Tu sais, ferme ça. Et tu vas voir, en ce moment, il y a autre chose d'autre qui arrive là. Je te le dis, là, ça arrive même là, là. Pendant que tu n'es pas là, il y a quelque chose qui arrive. Mais à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Pendant que je ne suis pas occupé à suivre mes pensées, me faire des films, des drames, des affaires, puis me trouver super wow, mais je me dis, écoute, si je donne moins d'importance à ça, puis je reviens sur mon souffle, je regarde mes pensées comme avec un sourire, puis j'essaie de créer un climat intérieur dans lequel je me sens bien, puis ça feel good, mais je vais peut-être un peu moins distrait, un peu moins compulsif dans mes pensées. Puis là, aujourd'hui, je vais vous amener, parce que j'enseigne tout le week-end sur le tantra puis l'amour mystique, bien, je trouve quand même que le plus bel état intérieur, c'est aimer. Puis j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Tu sais, même dans la méditation, ultimement, il faut que ça goûte bon en dedans. C'est pas le vide pour le vide, c'est pas la pleine conscience pour la pleine conscience. Dans le bouddhisme, la voie mahayaniste, c'est de revenir à l'état de compassion et d'amour infini. On appelle ça le joyau de la compassion qui épouse la félicité intérieure. C'est beau, la félicité. On n'en parle pas souvent. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Fait que je vais vous dire, c'est quoi? C'est la joie spirituelle. C'est comme la joie plus plus. Comme il y a de la joie, puis il y a le plaisir. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans, c'est un autre enseignement. Mais tu sais, il y a le plaisir, ça, c'est de la joie contaminée. C'est dépendant juste des facteurs extérieurs. Ça crée de l'attachement, pas de l'amour. Puis après ça, il y a la joie, qui est déjà un feel-good intérieur qui ne dépend pas des autres. Puis là, il y a la joie spirituelle. C'est comme ça, mais premium, là. Tu sais, tu viens d'avoir ta carte platine, là, Visa. Mais c'est ça, mais sur la joie. C'est comme le Visa Platinum de la joie. Fait que c'est comme... Et ça a besoin de rien. C'est juste quand je me fous la paix, je pense à rien, je laisse rien d'autre nuire à mon état profond. Tout ce qui reste, c'est de la félicité. C'est comme le sublime en moi. Puis quand je nuis à ça, puis je court-circuite ça, ben c'est comme si je tuais un peu la félicité. Là. C'est comme si je mets de la boîte sur Bouddha. C'est encore là, Bouddha. Mais je mets de la boîte dessus, des pensées négatives, du bruit, bla. Et j'entends plus comme ce chant-là de ravissement qui vient du silence, qui vient de l'état pur de l'être. Aujourd'hui, je veux vous amener, oui, on va aller dans le calme, oui, on va aller sur le zen et la présence. Puis oui, la posture ne sera pas confortable. Ça aussi, c'est une affaire pour ceux qui n'ont pas levé la main tantôt. Vous méditez moins ou... Je vous rappelle que c'est pas confortable physiquement méditer. Même avec les coussins qu'on a. Tu sais, c'est jamais... J'étais dans les temples zen, on était à terre, frette net sec. Ça fait mal jusqu'à temps qu'on s'en occupe plus. C'est pas nécessaire, mais juste pour dire, c'est correct qu'il y ait des sensations dans votre corps. Aimez-la aussi, là. Tu sais, s'il y a une sensation, aimez-la. Puis là, on va méditer là-dedans. On est parti quand même pour un
tu sais, 40 minutes, 30 ish minutes là, de méditation dans lesquelles je veux profiter du fait qu'on va avoir une ambiance musicale, sonore, je dirais cosmique. Hein. La musique des sphères va nous apparaître à un moment donné. Et là-dedans, à la fin, je vais vous laisser vous détendre. Je vais le dire juste pour que vous changiez votre posture. Parce qu'il y en a ici qui sont habitués aussi au shavasana et à la relaxation, qui n'ont jamais médité. Ils pensent qu'ils ont médité dans le cadavre conscient, qui des fois amène plus des ronflements en yoga, mais le cadavre du moins. Mais c'est toujours pas une méditation. C'est toujours une posture d'asana dans laquelle on reste conscient, parce que tout l'asana aurait dû se faire en conscience de toute façon. Pour pratiquer la méditation, on pratique le yoga. Fait que là, on saute des étapes, on arrive déjà en méditation. On reste déjà là. Observez différentes choses. Je vais vous demander d'observer, même dans la musique d'ambiance, il va y avoir des bruits intérieurs et des sensations. Je vais quand même vous inviter à amener l'état de clarté de votre conscience à illuminer toutes les sensations, tout ce qui est là dans le corps, tout le souffle. Et à chaque fois que vous partez d'un bord puis de l'autre, je vais vous inviter à sourire et à y revenir. Et graduellement, l'objet de méditation, hein, de contemplation va devenir de plus en plus large. De la fixation de l'attention sur les narines, même si l'ambiance sonore est là, accordez-lui pas encore toute votre attention. C'est juste un support. Il y a un moment donné, je vais vous inviter à plonger dedans. Et là, la musique, les sons vont devenir notre objet de méditation. Comme si les vibrations, peut-être même les émotions qui vont se vivre à travers la musique, va être là où je veux qu'on place uniquement l'esprit. Mais pour ça, on va y aller graduellement. L'ambiance sonore va toujours vous soutenir, et la musique, et la vibration. Et à un moment donné, je veux que vous disparaissiez dedans. Avant même votre relaxation, puis à un moment donné, vous allez vous coucher, puis là, vous allez dire, ah là, je relaxe. La méditation, c'est un état d'ultra-présence et d'ultra-vigilance qui vient quand le mental et l'ego est détendu. Mais ce n'est pas de la relaxation qui conduit au relâchement de toutes les tensions qui amène ultimement le sommeil, hein? Ou un état qui ressemble au sommeil. Ça, c'est relaxé. Fait en méditation, on n'a jamais il n'y a aucune tradition dans le monde où on a médité couché ou sur un lazy boy. Pas pour rien, c'est parce que si tu tombes, même moi j'arrive du zen au Japon, où, faites pas le saut, quand on médite puis notre posture elle change d'un millimètre, il y a un maître zen qui passe avec une baguette de bambou dans les mains et il nous frappe. Vous pensez que c'est cute le zen? Hein? Ben, c'est aussi ça. C'est juste pour dire médite. Puis là, on dit merci. On se prosterne, puis on dit merci. En silence, bien sûr. On ne dit pas merci d'où, il parle japonais first. Mais là, on dit merci parce que tu viens de me réveiller. Tu sais, j'étais en train de. Je n'étais pas là. Si j'ai changé de posture, soit que je te distrais, je suis en train de me gratter, faire n'importe quoi, là, on peut le faire, c'est bien parfait. Ou je suis en train de somnoler, puis là, clac! Puis là, tu sais, même que ça peut entraîner des rougeurs. Fait que c'est pas comme un petit effleurement, là, c'est clac! C'est un coup de bambou. Ça, c'est le zen. Tout le Japon pratique le zen comme ça depuis 2500 ans. C'est comme ça que se pratique le zen et la posture zazen. Fait que voyez-vous, c'est loin d'être couché. Tu sais, c'est entre ça et couché. Fait que quand vous êtes couché, vous relaxez ou vous somnolez. Puis même votre niveau d'énergie, votre prana, bien, il est à l'horizontale. Fait qu'il favorise le sommeil, la somnolence ou une forme de torpeur mentale. Bon, on veut pas ça. On veut comme de l'ultra-vigilance, de l'ultra-présence. Et à la fin, je vais vous inviter à lâcher tout, puis à relaxer dedans. Puis là, ça veut dire relaxation, on s'étend, puis là, vous pouvez somnoler, ronfler, faire n'importe quoi, on ne vous entendra pas. On a ça. Parce qu'il y en a qui ronflent vite. Hein, oui, je sais, je ne connais pas encore tout, mais... Et c'est correct. Relaxez-vous. Retenez rien. Partez. Puis maintenant, on va vous toucher la main, puis on va vous faire revenir s'il faut. Et c'est merveilleux comme ça. Alors, parce que ça fait un petit bout que je parle déjà, je vais vous inviter à vous lever debout. Moi, je ne sais pas, je peux me lever avec tout mon appareillage. La caméra, ben là, vous allez voir moi qui se lève debout. Je ne sais pas si vous me suivez de mon long, là. Mais juste pour que dans les jambes, l'énergie circule un peu. Ça fait un petit bout qu'on est assis en posture pas toujours confortable. Alors juste, on peut brasser un petit peu les genoux. Puis aimez-le, votre corps. Faites-le respirer, c'est le temps. Tantôt, il va être immobile. On fait même de la respiration active. On bouge un peu les hanches. C'est correct, ça peut bouger. C'est pas obligé d'être jamais ici. Il n'y a rien de dangereux. On a peur des hanches parce que le sexe est là, le nombril est là. Les émotions sont là. On peut bouger dans tout ça. Les épaules un peu.
Là, pour une raison X, je pensais geler dans l'air climatisé du Centre-Épine, mais il fait chaud, hein, c'est quand même assez tropical ici. C'est pas pour rien qu'il y a des plantes tropicales. Puis essayez d'épouser déjà votre corps avec la conscience. Essayez que ça goûte bon dans votre corps. Méditer, c'est pas censé être plate. C'est traverser le mur de l'ennui, mais pour aller dans des espaces où ça goûte bon, où ça goûte meilleur en dedans. Fait que, bougez vos articulations, votre tête, vos épaules, faites-vous du bien. Tantôt, vous allez être figé, immobile. Je vous invite à bouger. N'ayez pas peur de bouger. Puis je vous invite à respirer. N'ayez pas peur de respirer. C'est une machine qui fonctionne à l'air. Hein? Fait que, tu sais, plus vous y en donnez, mieux ça feel. Mieux ça goûte en dedans. Vous pouvez même ouvrir les bras. Ouvrez la cage thoracique. Moi, je garde un tremblement dans les jambes, mais pas trop, parce que je suis appareillé quand même. Là, fait que, mais vous pouvez vous brasser un petit peu plus, là, puis faire vibrer. Et on va même faire des petits twists, parce que, ouais, la colonne vertébrale, ça se twist, puis les hanches aussi. Dans toutes les pratiques de méditation, on veut amener de l'espace dans le corps avant de s'asseoir, pour que le corps soit vibrant, comme le temple de la conscience. Respire. Et on peut revenir au centre, faire des petites rotations peut-être avec les épaules, dans un côté, dans l'autre. Juste parce que ça se peut que je l'oublie à la fin de la méditation, mais je veux déjà vous le dire. À la fin de la méditation, on nous invite, qui nous invite donc time out, marketing. On market. Il y a un bar à eau là-bas, parce que ça va être important de s'hydrater. Fait qu'on a dit on va faire un bar à eau avec des eaux de fruits puis des eaux de saveur. Fait qu'il y a un bar à eau juste là-bas, là, en face de moi. Quand vous terminez, allez vous hydrater. Parce que votre corps, il a besoin aussi d'hydratation beaucoup plus que vous pensez. Comme il a besoin d'oxygène, comme il a besoin de conscience et d'amour. Et là, on peut rentrer dans notre posture assise. Et pour ceux qui sont nouveaux dans les pratiques de méditation, comme pour les autres, surtout quand vous êtes assis sur le sol, sans nécessairement de coussin, mais peut-être avec un petit bloc, vous pouvez avoir une posture plus cavalier comme ça. Des fois, c'est mieux quand les jambes sont relaxes sur le sol. Ultimement, il faut que les genoux soient en bas des hanches. Sinon, ça circule moins. C'est correct aussi, tout s'apprend. La posture cavalier, vraiment comme ça, elle est magnifique. Je veux dire qu'on va faire vraiment je l'appelle plus rodéo, là. Comme ça. Fait que là, on pourrait être comme ça aussi. Ça serait correct. Et la posture, de toute façon, va être notre premier objet de méditation. Alors, quand vous avez généré une posture pour votre pratique, que je parle, vous allez me laisser un petit temps pour m'hydrater. Et quand on s'assoit pour méditer, c'est comme si on s'offrait un cadeau. Si on oublie ça, vaut mieux revenir puis méditer plus tard. Parce que c'est un cadeau pour soi. C'est une rencontre avec soi-même. C'est un espace où enfin je me dépose. Dans le tourbillon du monde, tout ce qui bouge, tout cet agir et se faire, cette course folle de la vie qui passe. Au cœur du cyclone, je me dépose en conscience. Je me dépose en présence. Et je peux débuter avec quelques respirations profondes qu'on appelle libératrices. Je peux inspirer par les narines, amener le souffle jusqu'au ventre.
l'abdomen et expirez par la bouche. Comme si le trop-plein de stress, d'émotions, de pensées pouvait être libéré. Encore une ou deux fois. Et quand c'est terminé, parce que je m'offre ce cadeau et cette rencontre avec moi-même, je peux inviter un léger sourire sur mes lèvres. Et pour un instant, ce sourire devient mon objet de méditation. Qu'est-ce que l'expérience de m'asseoir, de m'immobiliser et de sourire. J'invite un ravissement pour mon cœur. Et pour un instant, je conserve ce sourire. Et je reste en présence. Je suis simplement un être assis qui respire, un être qui sourit. Et j'absorbe ce sourire comme s'il allait s'imprégner dans mes propres profondeurs, comme si à l'intérieur ça sourit. Je peux imaginer un sourire dans mes yeux, partout sur mon visage, une légèreté, une invitation à la fraîcheur d'être. Mon cœur sourit, comme si toutes les cellules de mon être étaient un écho, l'écho d'un sourire. Tout le reste n'a aucune importance. Et tout en conservant ce sourire intérieur, j'amène doucement l'attention sur mon souffle. Je prends conscience de la respiration, ce grand cadeau qui fait circuler la vie à travers moi chaque instant. Ça respire. Je n'ai pas besoin d'efforts, ni de volonté, ni même de pensée. Et ça respire.
souffle. Et je peux imaginer que ça respire à travers moi, comme si mon souffle commençait juste un peu à l'extérieur de moi, dans l'espace. Et quand j'expire, je ressens l'expérience du souffle qui dépasse même les narines, car le souffle me connecte à l'infini de tout ce qui m'entoure. Le grand souffle. Tout respire. Ça respire. Au début, j'observe mon souffle, les légères sensations à l'extrémité des narines. Je savoure la fraîcheur à l'inspiration et la douce chaleur à l'expiration. Respire à travers moi, sans même que j'en ai conscience, ça respire. Et prenant conscience de mon souffle, je peux élargir ma présence et réaliser que tout respire. Tous les êtres humains sur la terre respirent avec moi en ce moment. Et j'unis ma conscience et mon souffle au grand souffle, à une conscience élargie où ça respire. Et ce souffle qui se fait à travers moi sans même que j'ai besoin d'y penser, sans ma volonté, se fait à travers tout ce qui existe. Et j'imagine peut-être l'énergie universelle, le prana, qui se renouvelle à travers moi à chaque inspiration, comme une énergie, une lumière, la vie. Et cette vie qui se renouvelle à travers moi, à travers chaque respiration, se fait également à travers tous les êtres vivants du monde, comme unis dans la toile du vivant.
par le souffle. Et j'imagine tous les êtres vivants, les humains, mais également tous les êtres de la Terre. Ceux qui marchent à quatre pattes, ceux qui ronronnent ou rugissent, ceux qui grimpent, ceux qui rampent, ceux qui nagent ou qui volent. Respire comme moi en ce moment. La terre respire. Les fleuves et les rivières respirent. Les arbres respirent. Et ce même grand souffle passe à travers moi. Et ça respire. J'imagine chacune de mes inspirations et tout dans l'univers. Sur la planète, inspire. Et j'expire et j'imagine que tout le vivant expire. Uni dans la toile du vivant. Par le souffle, la vie. Et je suis témoin, privilégié de ce souffle. Et c'est de cette façon que j'observe ma respiration. Et enfin, je fais l'expérience du souffle, de vie qui respire à travers moi et tout ce qui m'entoure. Si mon esprit se perd dans des distractions, des bruits intérieurs, je souris. Et à chaque fois, je reviens au souffle. Je prends conscience de ma respiration, de la fraîcheur à l'inspiration, de la chaleur à l'expiration. Mon corps, mon être, mon esprit respire. Et je deviens le souffle. Le grand souffle.
Et je réalise que ce grand souffle se fait à travers tout ce qui existe. Et je respire avec toute l'humanité. J'imagine les millions d'êtres avec lesquels en ce moment sur la terre je respire. Comme tous unis à travers le souffle. Et le vivant qui respire à travers tous les êtres de la terre, des eaux et de l'air. Quel privilège de faire l'expérience de la vie, de la toile du vivant sur cette terre. Et ça respire également dans le corps immobile comme une montagne, stable, complètement présente dans mon corps. Je prends un temps pour le nourrir. D'une présence bienveillante. Je prends le temps de le voir comme le véhicule de ma conscience. Dans lesquels je peux générer les états d'esprit les plus purs pour honorer cette expérience humaine. Pour un instant, j'observe mon corps avec amour. Je prends le temps de l'aimer pour ce qu'il est. Le véhicule précieux de ma vie humaine. Pratique la conscience du corps, mais en l'aimant, en reconnaissant que c'est à travers lui que je vis plein d'émotions, que je fais l'expérience de chaque journée, que j'apprends à aimer, à guérir.
lumière de conscience qui dans une autre langue s'est appelée Bouddha, qui veut juste dire revenir à soi. Et je reviens à mon cœur. J'essaie de me rappeler qui je suis. Je suis amour. Je suis une conscience aimante. Et je peux ramener à mes mémoires peut-être des plus beaux souvenirs, des images ou des êtres qui me permettent de refaire l'expérience d'amour. Comme pour revenir à la maison, au cœur. Qui sont ces gens, ces expériences, ces mémoires. Qui réactivent en moi l'état amour. Qu'est-ce que ça goûte à l'intérieur? Quand mon cœur est inondé d'amour. Et j'imagine tous les airs, tous ces moments de vie, comme un réservoir infini qui me permet de reconnecter à la source de mon être, amour, à mon essence la plus pure, aimée. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une réflexion. C'est un ressenti au cœur. C'est une expérience tellement intime et tellement belle qu'elle est là, juste là, au centre de mon être. Comme un trésor, toujours présent. Et j'essaie de réactiver facilement un espace de plus en plus grand d'amour, me rappelant les êtres ou les situations, ayant les images qui me ramènent à aimer. Et quand cette radiance du cœur amour est présente, cette goutte, ce nectar d'amour devient océan et se répand dans le monde. Je peux imaginer que je regarde le monde avec amour.
Et j'inclus tous les êtres, la planète et la nature elle-même, dans cette sphère infinie de mon amour. Je regarde la création et le monde comme si c'était mon enfant, ma création. Et cet océan d'amour du cœur fait des vagues dans toutes les directions comme l'écho de la fréquence aimée qui va toucher tous les êtres et surtout ceux qui en ont bien besoin en ce moment dans le monde. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peur ou la confusion. Dans toutes les directions, je déverse mon amour. Quand j'oublie tout le reste, quand je disparais, ce qui jaillit en moi, c'est cette force, cette sagesse aimée. Et pour un court instant, je disparais en elle. Je m'abandonne. Et je peux doucement, dans cet amour, dans cette tendresse pour le monde, me détendre, relaxer mon corps, étirer mes jambes, prendre une posture pour me relaxer, me détendre, comme si moi-même et mon corps allaient flotter dans cette immensité d'amour qui est en moi et autour de moi. Dans lequel je m'abandonne. Je peux m'étendre à dos sur le sol. Et laisser cette vibration du cœur continuer à faire écho à l'infini. Imaginez que je flotte dans ces vagues comme dans un océan d'amour. En me rappelant que je suis né de cette bonté fondamentale de l'univers qu'on appelle amour. Que ma nature s'est aimée. Et qu'à la fin, je reviens à cet amour. Dans lequel en ce moment, je me détends. Je dis oui. Je m'abandonne.
corps s'abandonne. De plus en plus détendu. Le cœur s'ouvre et s'abandonne. De plus en plus détendu. L'esprit s'illumine. Clair, sans forme, et devient l'infini. L'esprit, aussi clair et pur que l'espace, dans lequel tout résonne et vibre, sans forme, infini. Et tout doucement, on peut ramener ce léger sourire sur les lèvres, se détendre en souriant. Tout doucement, on peut s'étirer, respirer dans le corps. Gentiment, on peut bouger les orteils, bouger les pieds, les doigts. Peut-être tourner légèrement la tête et relaxer le cou. On peut faire quelques mouvements qui nous font du bien. Ramener l'espace, relâcher les tensions dans le corps. Et joyeusement, on peut se retourner sur le côté ou rouler le corps pour revenir en posture assise. On peut amener les mains en namasté comme pour saluer cet espace pur de conscience, cet espace sacré qui est au centre de nous-mêmes. Et reconnaître celle en l'autre. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om.
Namasté. Namasté, merci. Ceux qui nous ont offert ce support sonore de musique céleste, magnifique. Comme c'est bon de méditer avec vous, mes beaux amis d'amour. Déjà demain matin, quand je vais méditer toute seule, vous allez me manquer. Et merci d'avoir été présent à cet événement. Je vous souhaite sincèrement d'intégrer n'importe quel rite, petite cérémonie ou pratique de présence dans votre vie, le plus, le mieux. En plus on va être présent dans le monde, plus ça va être difficile d'aller à l'encontre de ce qui est là, ce qui goûte bon dans notre cœur. C'est le propre de l'éveil de la conscience. On en veut toujours plus s'élever. Je tiens à remercier parce que moi j'aime ça être dans la gratitude et je trouve que on le fait souvent vite ou des fois on est gêné même de le faire. Ces lieux-là n'existeraient pas. C'était pas du Centre Eaton, c'était pas de Lululemon, c'était pas de Yoga Tribes, c'était pas de Time Out Market qui nous offre les eaux, c'était pas de chacun de nous. Mais tout ça ensemble, ça crée l'espace. C'est important d'honorer, de reconnaître. C'est une des belles voies de tradition dans le monde, la gratitude. Et merci à Luminescence qui ont été là. On pourrait dire merci juste plus dans la vie, pas, c'est jamais trop. Et merci à ce lieu. Moi, j'aurais jamais pensé, quand je suis arrivé à Montréal à 17 ans, et je suis rentré la première fois dans cette bâtisse-là où le monde était fou, puis magasinait des affaires qui n'avaient peut-être pas toujours besoin. Puis des fois, oui. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais méditer ici, tu sais, fait que merci au Centre Eaton. Moi, je dis merci qu'un espace commercial crée un lieu pour se vivre comme on vient de le vivre, puis vivre l'expérience. C'est quand même vraiment génial dans le monde. Fait que là, on invite après ça les écoles, les parcs, les centres de personnes âgées, tout le monde, nos jardins à devenir comme un petit jardin de conscience, là, comme ça. Alors, merci infiniment encore une fois. S'il vous plaît, allez vous hydrater, allez savourer, allez voir le bar à eau qui est là-bas. Aussi, ça nous permet de prendre connaissance et de passer un petit temps ensemble. Et merci infiniment tout le monde. Merci à toute l'équipe technique qui a été là pour nous supporter. Namasté. Merci à la maison. Merci mes amours.